Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver pour ce lundi pré-Ligue des Champions. Mais on commencera d'abord par la Première Ligue. On trouvera Philippe Auclair pour nous parler d'Arsenal. Arsenal va-t-il tout perdre? C'est la question qu'on lui posera. On ira ensuite voir Elton Mokolo pour nous parler du Paris Saint-Germain qui retrouve Liverpool mardi. Est-ce que Paris est désormais favori de la Ligue des Champions? Il a son idée et c'est plutôt éclairant. On ira ensuite à Madrid avec Anna Caro, parler de Arbeloa, le pire intérimaire possible. Et on lui posera la question de savoir qui sera sur le banc au Real la saison prochaine. On a entendu parler d'un certain Didier Deschamps. On verra ce qu'elle en dit. Et on terminera enfin avec l'Allemagne. On parlera de Manuel Neuer, le mur qui s'est opposé à Kylian Mbappé, à Vinicius et au Real Madrid en général. Les coulisses d'un retour canon, ce sera expliqué par David Lortolari. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous parce qu'il y a désormais beaucoup de nouveautés. On sera notamment en live mardi soir pour débriefer ce quart de finale retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Et si vous préférez les extraits, rendez-vous sur eurosport.fr et sur nos réseaux sociaux pour suivre l'émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec l'Angleterre où il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. Comment ça va, Philippe? Ça va mieux que Tottenham, ça va mieux qu'Arsenal, mais ça va comme Manchester City. Donc ça va plutôt bien avec le vent en poupe, on va dire. Voilà. On va en parler évidemment d'Arsenal et de Manchester City. Un petit mot d'abord sur Tottenham parce que c'était la grande première de Roberto De Zerbi. Bon bah ça a fait flop, hein, une défaite face à Sunderland et Tottenham qui est officiellement désormais relégable. Ils vont descendre, ces Spurs? Écoute, non seulement c'est la défaite à Sunderland, fait très mal, la manière de la défaite contre Sunderland fait très mal également parce que on pouvait s'imaginer, tu sais, connaissant le style de De Zerbi qu'on a vu à Brighton, qu'on a vu à Marseille, qu'on allait voir un Tottenham transformé par l'arrivée de ce manager qui dynamise, qui énergise ses équipes. Et en fait, non. Cette équipe de Sunderland qui fait qui fait une excellente saison avec Régis Lebris, mais en l'occurrence, elle a dominé, archi-dominé cette équipe de Tottenham. Et le résultat ne surprendra absolument personne, mais pour la première fois de la saison, comme tu as West Ham qui pendant ce temps-là s'est baladé contre les Wolves en ouverture de la journée de championnat, les voilà qui se retrouvent maintenant en position de premier relégable. Et tu regardes les matchs qu'il leur reste à jouer et sur la foi de ce qu'on a vu sur le terrain encore au Stadium of Light, tu as du mal à voir d'où les points vont venir, surtout que West Ham, de son côté, s'est vraiment réveillé. Donc, c'est maintenant toute la question de savoir qui va descendre avec Wolves et Burnley, probablement, très probablement, mais malheureusement pour Tottenham, la perspective de descendre en Championship est plus que réelle. Franchement, il y avait rien à sauver dans cette performance. Et même quand tu entendais De Zerbi après la rencontre, la façon dont il parlait de la situation, tu te disais que d'une certaine manière, lui-même, il était presque résigné. Il disait, j'ai des bons gars avec moi, ils font ce qu'ils peuvent sur le terrain, etc. Ils ont besoin d'un grand frère, ils ont besoin d'un père. C'est pas du tout le genre de discours auquel on est habitué avec De Zerbi. C'est un discours presque défaitiste de son côté. Parce que lui, c'est un manager de terrain d'entraînement, c'est un manager qui tactiquement essaye des choses, qui te donne du peps, qui te donne de l'énergie. Et là, il y avait vraiment pas grand-chose. Mis à part, il y a une frappe de Porro à la 98e et puis un penalty qui n'était pas un penalty. Donc, ils ont vraiment pratiquement rien montré. Alors, on va pas dire ça d'Arsenal, Philippe, mais on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce que Arsenal a chuté ce week-end. Dimanche, Manchester City s'est imposé brillamment face à Chelsea et la grande peur guette maintenant les Gunners qui ont toujours 6 points d'avance sur Manchester City, mais Manchester City a un match en moins. Arsenal va-t-il tout perdre, mon cher Philippe? Alors, ma réponse à cela sera, s'ils jouent les matchs qu'il leur reste à disputer cette saison, comme ils ont joué le match contre Bournemouth, ils pourraient très bien terminer avec 0 victoire à la fin du mois de mai. J'entends entre maintenant et la fin du mois de mai. C'était catastrophique. Je dis absolument catastrophique, au point que je te dis que c'est impossible qu'il n'y ait pas de réaction, que ce soit donc contre le Sporting
où les choses sont plutôt bien engagées puisqu'ils ont gagné 1-0 à Ouais. Lisbonne et qu'ils reçoivent à l'Emirates ce mercredi. Mais surtout, bien évidemment, c'est the match, le match non pas du week-end, non pas du mois, mais le match de la saison qui nous attend le week-end prochain, puisqu'il va falloir maintenant aller à l'Etihad et voir ce que cet Arsenal peut faire contre une équipe de Manchester City qui a retrouvé des couleurs, mais qui, cela dit, attention, hein, n'est toujours pas dans une position Oui, de favorite pour le titre. Il faut pas non plus exagérer. Mais la qualité, plutôt l'absence de qualité d'Arsenal contre Bournemouth était telle, c'était sidérant de voir la médiocrité du jeu proposé par les Gunners. Même après leur égalisation, où tu aurais pu penser que l'égalisation sur ce penalty donné pour une main, bon, c'est un peu sévère, mais ils égalisent un partout. Tu te dis, ça y est, ça va les réveiller, ils sont devant leur public les pousse à fond. Non, que voit-on? On voit Bournemouth qui continue de jouer complètement décomplexé. Bournemouth, ouais. au passage, excellente équipe avec un Ouais. excellent entraîneur qui essaye quand même de trouver de décrocher sa première qualification pour l'Europe. Mais ce qu'on a vu d'Arsenal ce samedi, c'était consternant. C'est marrant parce que tu me dis que Manchester City n'est pas encore favori pour remporter le titre. Effectivement, Non, c'est Arsenal qui est encore dans la meilleure position, mais je vais te lire ce que disait le Daily Mail. Maintenant que le trophée est à portée de main, il semble le fuir. On a l'impression que c'est pas Manchester City qui peut gagner la première ligue, c'est que c'est plutôt Arsenal qui peut la perdre. complètement. Et oui, c'est un petit peu, tu sais, comme le mythe grec, le supplice de Tantale, le pauvre Tantale qui crève de soif à côté de l'eau, et à chaque fois qu'il s'approche de l'eau, qu'il est prêt à tremper ses lèvres dans la source, l'eau se retire. Et tu as l'impression qu'en effet, ils ont été pris par la peur de gagner. Alors, les semaines passées, c'est là où je dis, il ne faut pas exagérer non plus. Les Ouais, semaines passées, l'Arsenal qu'on a vu en Première Ligue n'était pas un Arsenal conquérant, que ce soit contre Chelsea, que ce soit à Brighton, que ce soit contre Everton. Ça n'a pas été fantastique, mais à chaque fois, ils avaient trouvé les ressources nécessaires pour faire le boulot et ramener les 3 points. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait un manque d'énergie tel que tu ne peux pas l'attribuer à la réputation des rencontres parce que tu pourrais dire, tu sais, bon, euh, Bournemouth arrivait frais et dispo. Ils n'avaient pas joué précisément depuis 3 semaines, bon, mis à part les internationaux qui étaient partis rejoindre leur sélection, mais ils n'avaient pas eu, eux, de Ligue des Champions, ils n'avaient pas eu de Coupe de la Ligue, ils n'avaient pas de FA Cup, etc. Donc ils étaient reposés, alors qu'Arsenal, il y a quand même une répétition de matchs. Mais en l'occurrence, ce qu'on a vu ne peut absolument pas s'expliquer seulement par une fatigue physique. ouais. D'abord, il y avait un peu de rotation, et ensuite de quoi, quand tu regardes les performances individuelles des joueurs, mais mon pauvre vieux, mis à part peut-être David Raya, bon, qui est excellent comme d'habitude, qui n'a d'ailleurs pas eu le meilleur de ses matchs. La défense centrale, ouais, c'était OK. Declan Rice s'est battu. Tu vas dire que Victor Gyökeres s'est battu avec ses moyens, qui ne sont pas Ouais. ceux d'un attaquant de classe mondiale, on va dire ça comme ça. Mais les autres, mon Dieu, il n'y en avait pas un pour sauver l'autre. La qualité n'était pas là. Et c'est inquiétant. D'ailleurs, tu entendais Mikel Arteta après, après la rencontre, disant que c'était comme se prendre un gros coup de poing dans le Ouais. visage. A punch Ça in the fait très, face. très, très mal. Ouais, a punch in the face. Et il faut s'attendre à quoi dimanche? Parce que tu me parlais de réaction. Il y a le Sporting avant. Il y a beau avoir cette victoire, il va y avoir des forces qui vont être laissées dans ce match mercredi. Euh, voilà, est-ce que Arsenal va venir plutôt en gestionnaire ou Arsenal va venir en révolutionnaire, j'ai envie de dire? Révolutionnaire, non. Mikel Arteta, de toute façon, ne croit pas à la révolution. Mikel Arteta croit à l'évolution et il croit au contrôle. Sa philosophie, c'est celle justement du contrôle. Si jamais tu as les clés d'un match en main, tu en fais ce que tu veux. Tu peux conduire à la vitesse que tu veux tant que c'est toi qui as les clés. Ouais, En l'occurrence, savoir. Et ce qu'on avait vu, évidemment, on va avoir un match très différent de celui qu'on a vécu en finale de la Coupe de la Ligue, où tu avais ouais, vu comment Guardiola avait décidé nous allons faire absolument aucun pressing sur les Gunners lorsque Kepa, en l'occurrence, a le ballon. Et du coup, les relances d'Arsenal étaient catastrophiques, encore une fois, et ils ne savaient pas quoi faire. Et là, on va assister à quelque chose d'un petit peu différent. C'est à l'Etihad, donc tu peux penser que tu verras un Manchester City
plus entreprenant peut-être. Tu verras un Manchester City qui ressemblera à celui qu'on a vu en deuxième période contre Chelsea, parce que Ouais. la première mi-temps contre les Blues Oui, n'était pas oui, c'est grandiose. vrai. Hein. Ah ouais. Mais deuxième période, tu as une transformation. Il marque 3 buts dans l'espace d'un quart d'heure, et bon, c'est terminé, c'est plié, on n'en parle plus. Mais récemment, mis à part la finale de la Coupe de la Ligue, Arteta est parvenu à faire plus ou moins jeu égal avec Guardiola dans la plupart des rencontres qui ont opposé leurs deux équipes. Or, en l'occurrence, un match nul à l'Etihad vaudrait quasiment une victoire, vu la façon dont les choses se passent en ce moment. Quand tu regardes le programme des deux équipes, tu te dis aussi, c'est quand même étonnant, quand tu les regardes à plat sur le papier, tu te dis, Manchester City, c'est pas évident du tout le programme qu'ils ont jusqu'à la fin de la saison. Mais tu te dis non, en fait, tout dépend de la dynamique qui va sortir du match de dimanche prochain. Quiconque sera on top après le match de dimanche prochain remportera le titre. Pour moi, j'en suis absolument persuadé, et je pense que tout le monde en est persuadé, à commencer par Mikel Arteta, à commencer par Pep Guardiola et à commencer par leurs équipes également. Donc, te dire ce à quoi on va assister, est-ce qu'il va y avoir enfin cette réaction, espérons-le pour les Gunners, mais très honnêtement, sur la foi de ce que nous avons vu récemment, dans la création du jeu, il y a quasiment rien. Je dis bien rien à montrer du côté d'Arsenal. Au Sporting, c'était également très compliqué. Contre Everton, souviens-toi, c'est parce que tu as un petit jeune qui s'appelle Max Doman, qui a 16 ans, qui arrive, qui met le feu. Sinon, c'est pas bon du tout. Contre Brighton, c'est assez miraculeux ce qui se passe. Même contre Chelsea, qui est une équipe qui réussit pas du tout contre Arsenal ces dernières saisons, ça avait été compliqué. Donc, je suis obligé de te dire, dans les faits, Arsenal est favori, mais quand tu penses aux dynamiques respectives des clubs, tu te dis, si Manchester City l'emporte dimanche prochain, c'est Manchester City qui peut prendre le titre, absolument. Bon, on va rester sur cette phrase, je crois, qui donne envie à tout le monde d'être dimanche à 17h30 pour regarder ce duel. Merci beaucoup, mon cher Philippe. On a parlé beaucoup Première Ligue, un petit peu de Ligue des Champions. On va approfondir ça. Peut-être d'ailleurs un petit mot. Liverpool, ils y croient face au Paris Saint-Germain ou c'est plié? Non. C'est bon, voilà. c'est rapide. Hein. C'est la réponse qu'on attendait. Merci beaucoup, Philippe. On va quitter l'Angleterre et on va parler désormais de Ligue 1. Et allez, on enchaîne avec la Ligue 1. Elton Mokolo. Comment ça va, Elton? Bonjour Cyril, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, on a quand même eu une journée de Ligue 1 qui, malgré qu'il n'y ait pas eu ce fameux choc, elle a été quand même intéressante, elle a été riche en informations, du haut jusqu'au bas de tableau. On va commencer par le haut, si tu veux bien, parce qu'effectivement, même s'il n'y avait pas ce match entre le Paris Saint-Germain et Lens, il y a eu des équipes qui ont joué. Certaines ont perdu, comme Monaco, certaines ont gagné, comme Marseille, comme Lyon, comme Rennes. Peut-être commençons par la fin, cette victoire lyonnaise face à Lorient, une victoire qu'ils attendaient depuis très longtemps et qui porte le sigle d'un joueur, Hendrick, qui avait été violemment critiqué par son entraîneur vendredi. Comment tu analyses cette équipe lyonnaise, en fait ? Bah écoute, pour revenir sur Hendrick, c'est vieux comme le monde, la tactique de Paulo Fonseca, piquer le joueur, un joueur prêté par le Real Madrid, et le mettre face à ses responsabilités, parce que les deux ont un intérêt. Il y a l'intérêt collectif, c'est-à-dire amener Lyon en Ligue des Champions, et l'intérêt du joueur qui est d'aller en Coupe du Monde, et globalement, bien finir son prêt avec l'Olympique Lyonnais. Donc on a vu un joueur qui, dès qu'il est rentré sur la seconde période, il a été déterminant, que ce soit sur le premier, que ce soit sur le second but. Et ce le Hendrick, tel qu'on l'attend, parce qu'à partir du moment où on l'érige en tant que prodige du football, en tant que futur grand attaquant sur la planète, ben forcément, il y a des droits et il y a surtout des devoirs. Et il avait un devoir, c'est-à-dire ramener Lyon près de la victoire, ce qui a été fait. Alors même s'il n'a pas été buteur, mais il a été partie prenante de cette victoire de l'Olympique Lyonnais. Donc, mais pour revenir sur l'Olympique Lyonnais dans sa globalité, on a vu une équipe, en première période, ça a été quand même très poussif. Ça a été très poussif, il y avait très peu de rythme, il y avait très peu de décalage. Et l'Olympique Lyonnais n'est pas loin d'encaisser le premier but sur une frappe détournée par Greif face à Bambadier. Ensuite, à la faveur de changements, très vite au début de la seconde période, l'Olympique Lyonnais a fait le travail nécessaire. Moi, le bilan que je ferais, c'est que l'Olympique Lyonnais, sur les deux surfaces, a été l'équipe la plus dominante. Que ce soit offensivement, incarné par Hendrick, et défensivement avec Greif, qui a été quand même déterminant.
Si tu devais, alors c'est très compliqué parce que les dynamiques sont dures à lire. Une équipe comme Monaco qu'on voyait marcher sur l'eau s'est fait corriger par le PFC. Si tu devais sélectionner deux équipes qui termineront troisième et quatrième, si tant est que Paris et Lens restent à ces positions, tu choisis qui? Franchement, là, c'est très compliqué parce il y a encore un mois, je t'aurais dit Lyon-Marseille. Je voyais pas les deux équipes craquer. Ensuite est arrivé ce qui est arrivé pour l'Olympique Lyonnais qui a eu un passage à vide de plus d'un mois avant de regagner un match. L'Olympique de Marseille et ses différentes problématiques. Aujourd'hui, il y a Lille qui Ouais. paraît être l'équipe la plus en forme et qui vient de mettre un 4-0 à Toulouse. Bon, même si Toulouse sera davantage concerné par sa demi-finale très importante de Coupe de France et a fait le travail du côté de la Ligue 1. Sincèrement, les dynamiques, elles sont très compliquées pour choisir l'une des quatre équipes parce qu'en fait, mon avis peut être balayé par ce qui peut se passer la semaine suivante. Monaco est le cas le plus illustratif. Monaco n'avait plus perdu un match depuis le 16 janvier. On se disait PFC promu à l'extérieur, il sera en capacité de remporter ce match. Ils ont pris une raclée. Bon, bah c'est la Ligue 1 avec un PFC effectivement très surprenant et très alléchant vendredi soir. Euh, on voulait te faire venir Elton pour parler surtout Ligue des Champions, évidemment, parce que mardi, il y a ce quart de finale retour. Le Paris Saint-Germain qui se déplace à Anfield pour affronter Liverpool. On vient d'avoir Philippe qui nous a dit, je lui ai demandé si Liverpool y croyait, il s'est marré, il a répondu non. Tu es sur la même thématique, aucune chance de voir Liverpool renverser le Paris Saint-Germain? Ouais, pour moi, ça me paraît très, 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 très improbable quand on voit l'état de forme des deux équipes. Entre le PSG dopé à une certaine confiance à mesure qu'ils arrivent dans les derniers tours de Ligue des Champions, parce qu'ils arrivent limite dans leur territoire favori, et Liverpool qui, pour gagner un match sur 90 minutes, on a l'impression que c'est le bout du monde. Alors oui, ils ont gagné face à Fulham, mais là, il est question d'autre chose. Il est question du champion d'Europe, un champion d'Europe qui va venir à Anfield avec l'intention de gagner. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au match aller, où il y a une nette supériorité, sincèrement, Cyril, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs du PSG version Luis Enrique. Dans tout ce que ça peut représenter footballistiquement parlant, dans cette impression de domination sur la qualité des buts. On parle quand même du deuxième but qui est consécutif à 6 minutes de possession de balle. Donc moi, Ouais. aujourd'hui, je ne vois pas Liverpool se qualifier. Et à l'instar de ce qu'a dit Arne Slot à la fin du match, notamment sur la gestion du 2-0, Liverpool doit tout faire pour ne pas se faire endommager, entre guillemets, sur la double confrontation et ne pas revivre ce qu'a vécu Chelsea sur les deux matchs, à savoir prendre un énorme score au global. Euh, Ça m'intéresse parce que c'est un débat qu'on a eu en interne et notamment vendredi dans le FC Stream Team, de savoir si cette équipe du Paris Saint-Germain 2026 était meilleure que celle de 2025. Ça peut paraître un peu fou de dire ça, sachant qu'ils ont gagné 5-0 en finale contre l'Inter, mais est-ce que c'est un débat légitime selon toi? Où est-ce que tu places le Paris Saint-Germain aujourd'hui parmi les prétendants au sacre final en Ligue des Champions? Évidemment que c'est un débat légitime. Moi, j'ai pris position. Je pense que le PSG est non seulement meilleur, mais plus mature que sa devancière l'année dernière. Alors, oui, il y a le patch champion d'Europe 2025. Et dans l'absolu, l'histoire de la Ligue des Champions nous a montré que être une équipe meilleure que l'année précédente ne te garantit pas de remporter le trophée parce que la Ouais. Ligue des Champions, il y a une variable, il y a une part d'aléatoire qu'on ne peut pas forcément maîtriser. Mais il n'empêche que le PSG, cette saison en Ligue des Champions, c'est quand même des résultats positifs impactants. Il y a eu le 7-2 à Leverkusen, la victoire avec brio face au FC Barcelone avec une équipe remaniée, la double confrontation qui se termine sur le score de 8-2 face à Chelsea, le match contre Liverpool. On parle d'un PSG qui a été longtemps dans le top 4 en phase de Ligue des Ouais. Champions. L'année dernière, c'était un PSG qui se battait pour se qualifier. Alors évidemment, il y a le fameux benchmark. Le fameux benchmark, c'est le 5-0 en finale de Ligue des Champions. Mais dans sa maturité collective, dans sa progression, le PSG, pour moi, est meilleur parce que il y a quand même des problématiques dans cette équipe. La gestion du gardien, on a quand même eu deux gardiens qui se sont interchangés leur rôle sur Ouais. la saison. Fabian Ruiz, qui n'est plus forcément dans les petits papiers à la faveur de sa blessure. Et malgré ça, le PSG assume ces problématiques avec beaucoup de naturel en se disant que ça reste la meilleure équipe sur le plateau. Parce qu'il est question de ça. Alors oui, le Bayern, ça a contextualisé. Ils se sont déplacés au Bernabeu contre le Real Madrid. Ils ont remporté une belle victoire.
mais on parle quand même d'une équipe du PSG qui est potentiellement sur 3 demi-finales de Ligue des Champions consécutives. 3 demi-finales de Ligue des Champions consécutives, c'est pas forcément le fait du hasard, mais c'est surtout le fait d'un travail qualitatif, d'un travail conséquent, et que le PSG, renforcé par son titre de champion d'Europe, je pense, est une meilleure équipe. On a beaucoup parlé, voilà, le Bayern, quand on en parle, c'est un peu le feu d'artifice. Il y a un trio devant qui est peut-être le meilleur au monde. Est-ce que tu as plus de certitude collective et notamment défensivement de la part du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich? C'est ça qui fait la différence selon toi pour dire que le Paris Saint-Germain est favori de cette séance? Je dirais plutôt du PSG dans sa globalité, parce que quand on parle de défensif, de la défense, moi j'ai envie de parler d'animation défensive. On sait que le PSG, on l'a encore vu contre Liverpool, est capable de te laisser très peu de spots. Et ça, Ouais, tout ça découle notamment d'une animation défensive qui commence à partir de ses attaquants, avec un volume de récupération de balles qui est quand même très important, que ce soit Kvaratskhelia, que ce soit Ousmane Dembélé, Désiré Doué, etc., etc. Le Bayern est quand même une équipe, je vais dire, beaucoup plus optimiste dans sa manière de défendre, c'est-à-dire pressing, marquage en individuel, avec beaucoup d'espace qui est concédé. J'ai le sentiment que le PSG est un peu plus rationnel et que pour moi, c'est un ingrédient qui est quand même capital pour aller loin en Ligue des Champions. Alors, maintenant, je rappelle, le Bayern, pendant 45 minutes, a été vraiment supérieur au PSG et l'a même ouais, emporté, quand bien même ouais. c'était à 10 contre 11. Mais sur une phase éliminatoire en Ligue des Champions, l'animation défensive est quand même très importante et que là-dessus, je pense que le PSG, de par sa victoire en Ligue des Champions, reste plus outillé. Mais le Bayern, à l'instant T, a des offensifs et même une équipe qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut arriver à Paris, tout simplement? La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pourquoi je dis la Ligue des Champions? Parce qu'il y a encore une fois cette part d'aléatoire, cette part D'irrationnel, ouais. extraordinaire, ouais, qu'on ne peut occulter. Et l'objectif du PSG de Luis Enrique, c'est de rationaliser les matchs. Si le PSG arrive à dérouler sa partition, le PSG sera à Budapest le 30 mai prochain et sera en position de remporter sa Ligue des Champions. L'objectif pour le PSG, c'est d'éviter ces fameux temps faibles, ces fameux, entre guillemets, moments de bascule négatifs qui peuvent impacter en phase éliminatoire de Ligue des Champions, c'est-à-dire une mauvaise réussite offensive, des largesses défensives qui peuvent être exploitées par l'adversaire. Et là, il y aura une dimension émotionnelle qui pourra rentrer en jeu, c'est-à-dire quoi? Ouais. C'est-à-dire que le fait de courir après le score, on remarquera que le PSG, sur la phase éliminatoire, pour l'instant, n'a pas Ouais. couru après le score. Et ça, sur la compétition de la peur, sur la compétition du momentum, c'est une donnée fondamentale pour expliquer la Ligue des Champions. Donc, tant que le PSG fera ça, eh ben, le PSG se rapprochera de ce qui pourrait être, et c'est fou de se dire ça, sa deuxième étoile. Et ben voilà, on va suivre sereinement, du coup, après ton analyse, Elton, le match de mardi, ce quart de finale retour du Paris Saint-Germain à Anfield. Et puis on attend surtout avec impatience cette potentielle demi-finale face au Bayern Munich, même si on a appris à ne jamais, jamais, jamais vendre la peau du Real Madrid trop tôt. Et ça tombe bien puisqu'on va en parler tout de suite avec Anna Caro. Allez, on enchaîne ce tour d'Europe avec l'Espagne, évidemment, le soleil espagnol, parce qu'il y a beaucoup d'actualités de l'autre côté des Pyrénées. On retrouve Anna Caro. Hola, Anna, ¿cómo estás? Ouais, muy bien, hein, même si pas vraiment de soleil ici en Espagne. On est sous Ah, la pluie là en Espagne. bon, alors, le temps barcelonais n'est pas au rendez-vous. Malgré tout, le FC Barcelone espère mardi faire la remontada, mot devenu un peu culte en Espagne. Il y a eu cette défaite au match aller, l'exclusion de Koubarsi, la polémique sur est-ce qu'il fallait siffler penalty ou pas sur la relance du gardien de l'Atlético. Il y a des motifs d'espoir pour le Barça. Ils y croient vraiment à la possibilité de renverser l'Atlético dans son stade. Oui, alors il y a clairement des motifs d'espoir et surtout il y a une espèce de croyance collective vraiment du fait que le Barça peut remonter, peut le faire contre l'Atlético. Alors déjà c'est parce qu'il y a cet antécédent en Copa del Rey, parce que le Barça avait perdu 4-0 à l'aller et avait réussi à mettre 3-0 au retour. Alors c'était pas assez
pour au final s'imposer et passer en finale de Copa del Rey. Mais il y a quand même cette preuve que le Barça déjà est capable de marquer 3 buts à l'Atlético chez lui, alors qu'on sait que souvent on dit que l'Atlético c'est une équipe qui est très compliquée, qui défend beaucoup, etc. C'est une chose qui est de moins en moins vraie parce qu'au fil des années, l'équipe de Simeone devient progressivement une équipe offensive, essaie de moins en moins bien défendre aussi, c'est de moins bien mettre le bus, on va dire, devant les cages. Donc il y a vraiment une croyance collective et on en a parlé pas mal ces dernières saisons du fait du rajeunissement du groupe du Barça, qui ait beaucoup plus d'insouciance, de naïveté et qui est aussi tout ce vécu un peu négatif du Barça des dernières années en Champions notamment, on pense au Bayern évidemment. Tout ça, ça a été un peu oublié au fil du rajeunissement de l'effectif. Et c'est vrai que aussi bien du côté des joueurs, parce que si on prend par exemple Lamine Yamal, il a changé sa photo de profil sur Instagram, il a mis une photo de LeBron James quand LeBron James avait remonté contre Golden State pour remporter la NBA. Donc voilà, déjà lui, Lamine, il croit fortement, mais si on regarde les discours même de Hansi Flick, qui est quand même beaucoup plus terre-à-terre que le reste de l'équipe, lui-même le dit en fait, si nous on joue notre jeu et qu'on le joue très bien face à l'Atlético, entre guillemets, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va remonter. Et il y a un espèce d'engrenage, on va dire, de cercle positif qu'il y a au sein de la communauté barcelonaise, des supporters barcelonais, de se dire, mais en fait, on est capable de le faire. Et c'est vraiment une croyance rarement vue, on va dire, ces dernières années du Barça en Champions, puisque les saisons se succèdent et sont quand même pas forcément réjouissantes, à part du coup la saison passée. Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment assez puissant de se dire que le Barça peut le faire, juste après la victoire contre l'Espagnol, qui était quand même important dans la course à la Liga. La première chose qui est descendue des tribunes, c'était des si se puede, donc on peut le faire. Et voilà, avec la remontada en tête, et c'est quelque chose qui est arrivé jusqu'au sein du groupe du Barça, et les joueurs aujourd'hui y croient aussi, d'autant que côté Atlético, il y a beaucoup moins de positivité, et il y a ce côté de peur finalement, parce que historiquement l'Atlético a ce côté maudit, on va dire, les fameux pupas, de se dire que ils vont sans doute encaisser, il faut juste faire le dos rond et attendre que ça passe. Alors, c'est une tactique que ne pourra pas adopter le Real Madrid mercredi, Anna, face au Bayern, puisque, on le rappelle, le Real a perdu 2-1 sur son terrain au match aller. Je voudrais qu'on parle un petit peu du poste d'entraîneur, parce que pendant longtemps, dans Tour d'Europe, on s'est focalisé sur Xabi Alonso. On se doute que Arbeloa ne sera plus là la saison prochaine, d'autant plus que le Real se dirige vers une saison blanche. On est tombé sur des stats que tu nous as partagés. Les débuts, ils sont cataclysmiques. C'est-à-dire qu'Arbeloa, ça fait 20 matchs. Il n'y a que 13 victoires en 20 matchs. Pour le Real Madrid, c'est quelque chose de jamais vu depuis 2008, je crois. Et il y a surtout énormément de buts encaissés, 24. C'est le pire bilan pour un entraîneur ayant disputé au moins 20 matchs au XXIe siècle avec le Real Madrid. Qu'est-ce qui se dit sur lui ? C'est un pompier qu'on a mis là, mais qui n'a pas du tout réussi à éteindre le feu, quoi. Ouais, c'est un peu ça, mais Arbeloa, en fait, il n'a pas vraiment choisi... Enfin, il a quasiment rien choisi en fait dans son arrivée au Real Madrid. Il a été placé là parce qu'il y avait des pressions internes pour virer Xabi Alonso, alors même que Florentino Pérez, lui, voyait Xabi Alonso continuer encore un peu, parce que finalement, il n'était pas complètement convaincu que c'était fini pour Xabi Alonso. Donc, il a été influencé en interne, Florentino, pour virer Xabi Alonso. La solution d'Arbeloa, c'est même pas voulu forcément par la direction, parce qu'en fait, à la base, la direction attendait d'avoir une vraie solution à Xabi Alonso pour virer Xabi Alonso. Et en fait, cette solution n'est jamais venue, donc c'était beaucoup plus simple de prendre quelqu'un en interne et de mettre Arbeloa à cet endroit-là. Mais depuis le début, Arbeloa, c'est un peu une marionnette, on va dire, de la direction. Il est juste là pour calmer le groupe, parce que le groupe avait quand même beaucoup de choses à reprocher à Xabi Alonso dans sa façon de faire. Il est vraiment là pour un peu faire le lien entre ce que veut la direction et ce que veulent les joueurs. Et il n'y a pas vraiment plus que ça, en fait. On est plus sur du management purement humain, de la gestion de groupe, mais il n'y a pas vraiment déjà de tactique. Alors, il y a eu ce changement pour le 4-4-2 qui a été quand même plus ou moins salvateur, notamment en Liga, mais qui est déjà remis en question avec le retour de Mbappé de blessure.
Donc on a l'impression qu'en fait, il est jamais maître vraiment de ses choix et qu'il a fait que plus ou moins subir ce qui s'est passé au Real Madrid. Et lui, même quand on l'écoute dans ses discours, en fait, il est vraiment là pour cajoler un peu le groupe, vraiment dire on prend soin de un tel, parce qu'il sait que ce sont ces égos-là qui ont mis fin au mandat de Xabi Alonso. Donc on va dire que déjà le contexte dans lequel il a été promu fait que il y avait quasiment rien qui jouait en sa faveur. Et Ouais. évidemment que les résultats derrière qui arrivent font qu'on peut que se dire qu'il ne va pas avoir de continuité au sein du Real. Le seul point positif, sans doute pour lui dans tout ça, parce que les chiffres sont catastrophiques pour un entraîneur du Real Madrid, c'est qu'il a les joueurs avec lui. C'est que vraiment, en protégeant les joueurs, en leur faisant, en leur disant quasiment que des bonnes choses en conférence de presse, en élevant la voix qu'à de très rares occasions, je pense notamment à Raúl Asensio, qui est son seul cas un peu Ouais. disciplinaire finalement depuis qu'il est au club. En fait, les joueurs font front avec lui. Alors, ça ne suffit pas parce qu'on voit bien dans les résultats que ça ne marche pas. Mais là, au niveau du Bayern, il y a une volonté vraiment commune au sein du vestiaire de se dire, entre guillemets, on lui en doit bien une. Il faut qu'on le sauve. Il faut qu'on gagne contre le Bayern, qu'on passe au tour suivant parce que sinon on sait que c'est fini pour lui. Et entre guillemets, il a bien pris soin de nous après tout ce qui s'est passé au club. Il a été bien dans notre sens aussi parce qu'il n'a pas vraiment. Il les a vraiment. Il a été très gentil avec eux. Il y a eu pas mal de jours de repos, tout ça, ce qui était reproché par exemple à Xabi Alonso. Mais c'est juste. C'est la seule chose un peu qui tient aujourd'hui Xabi Arbeloa, c'est vraiment le fait qu'il a tout le vestiaire avec lui. Et aujourd'hui, le discours à Madrid, c'est de mourir pour ce match contre le Bayern. C'est hyper fort, mais c'est pour dire combien la saison du Real est hyper compliquée, parce que quand on en est à mourir pour un match Ouais. retour en Ligue des Champions, quand on s'appelle le Real Madrid avec tout l'historique qu'il y a derrière, c'est que c'est une saison qui est très 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 compliquée. Si d'aventure le Real venait à mourir, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à être éliminé, on l'a dit, je pense que la phase Arbeloa, il aura la possibilité de terminer la saison, mais le Real commencera à préparer la suivante. On a vu l'échec avec Xabi Alonso, on a vu ce qui s'est passé, notamment avec Florentino Pérez, qui était très protecteur envers ses stars. Et ce que tu nous dis sur Arbeloa va un petit peu dans ce sens-là. On se dirige vers quel profil pour la suite au Real Madrid, tout simplement? C'est vraiment la grande question aujourd'hui, et d'autant que tous ces choix qui ont été faits par Florentino Pérez, influencés du coup par certains au sein de la direction, etc., aujourd'hui commencent à être critiqués. Alors c'est vrai que c'est hyper compliqué dans la presse espagnole globalement de critiquer Florentino Pérez, parce que c'est quand même quelqu'un qui est globalement même très puissant à l'échelle de l'Espagne. Et il y a plus ou moins, on va dire, ça y est, un peu une vague de critiques contre Florentino Pérez, de dire en fait, depuis plusieurs saisons. Alors certes, il a remporté 6 Ligues des Champions en 10 ans. C'est un président qui a tout gagné. En fait, depuis plusieurs saisons, il y a une sensation qu'il n'y a plus vraiment de projet, plus vraiment de continuité, et surtout assez peu de recul finalement sur ce que vit le vestiaire, ce que vit le club, et que en fait, Maître Arbeloa, après avoir viré Ancelotti parce qu'on disait plus ou moins que c'était un gestionnaire et pas un tacticien, en fait, c'est juste axer la continuité de ce côté gestionnaire plutôt que tacticien. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de projet clair au sein du Real Madrid. Et c'est vraiment la grande question de qu'est-ce que va faire le Real Madrid la saison prochaine. Parce que on se dirige certainement vers une saison blanche là, pour le Ouais. Real. Et il n'y a toujours pas de ligne directrice aujourd'hui. Les noms qui sortent dans la presse, déjà, c'est des profils d'entraîneurs qui n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres. Et en fait, on a surtout l'impression que les noms sont donnés pour vendre, mais il n'y a pas aujourd'hui de projet concret pour la prochaine saison du Real Madrid, qui se fera très 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 certainement sans Arbeloa. Il y a eu la rumeur comme quoi le Real Madrid voudrait nommer un directeur sportif, justement, qui serait Ouais. chargé de donner cette ligne directrice, de peut-être aussi mieux gérer la construction de l'effectif, parce que c'est vraiment un point noir depuis 2-3 saisons au Real Madrid. Et directement, il y a eu un communiqué du Real Madrid qui dit non, nous, on n'a pas du tout prévu d'avoir un directeur sportif. Et ça, c'est vraiment un point qui lui vaut une certaine critique aujourd'hui à Florentino Pérez, où on lui dit, en fait, c'est plus possible qu'aujourd'hui, en
qu'en 2026, on gère un club comme à l'époque Ouais. où Florentino Pérez allait dans le vestiaire pour plus ou moins aider les causeries, où il s'impliquait, il s'implique encore un peu hein, dans le sportif, etc. Euh, il y a vraiment un problème de qu'est-ce que devient le projet Real Madrid? Et c'est quelque chose qui commence quand même sérieusement à inquiéter au niveau aussi bien des supporters, mais surtout des analystes, de la presse, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, on est en avril, la prochaine saison va débuter assez rapidement, parce que fin juillet, ils sont déjà enfin début août plutôt, parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais Ouais. ils sont déjà en pré-saison. Et on ne sait pas quel est le projet pour le Real Madrid. C'est assez inquiétant, mais c'est aussi dû au contexte Real Madrid, parce qu'on rappelle, Florentino Pérez a été réélu à la tête du club et il n'y avait aucun candidat face à lui. Donc c'est difficile de pousser à une alternative dans la mesure où il est le seul candidat à chaque fois à sa réélection. Alors moi, j'ai une petite idée à soumettre au board madrilène. Il y a le nom de Klopp qui a beaucoup été évoqué, très différent effectivement de ce que Arbeloa peut être et un petit peu plus tacticien, un peu à la manière de Xabi Alonso. On a vu ces derniers temps le nom de Didier Deschamps arriver potentiellement comme un des successeurs et un des prochains entraîneurs du Real Madrid. C'est RMC notamment qui disait ça cette semaine. Est-ce que Didier Deschamps, ça pourrait coller et est-ce que c'est une piste réelle? Alors, c'est pas une piste réelle, d'autant que, ce qui est plus ou moins voulu, du coup, en interne, ce serait plutôt un entraîneur espagnol. Alors, Jürgen Klopp, ça fait des années qu'on en parle, c'est le rêve de Florentino Pérez, mais malheureusement, visiblement, Jürgen Klopp a pas du tout envie de reprendre un banc, donc ça c'est assez peu probable que ça se passe comme ça. Si, Florentino Pérez arrive à convaincre Jürgen Klopp, il y a assez peu de doutes que ce sera Jürgen Klopp. Mais le problème, c'est que vu le contexte du Real Madrid, ce qu'on disait, l'absence d'une direction, on va dire, assez solide, c'est pas sûr que c'est que c'est ce que veut aussi Jürgen Klopp. Et si on parle de Didier Deschamps, alors déjà, il y a quasiment aucune chance de le voir lui à la tête du Real Madrid. Il irait sans doute très bien avec, on va dire, cette continuité entre Ouais. Ancelotti, Arbeloa, etc. Parce qu'il y a ce côté management des stars, ce côté comment laisser beaucoup de liberté, plus ou moins aux offensifs qui brillent finalement. Mais il y aura aussi un problème dans tout ce qui est construction d'effectifs parce que de fait, l'effectif n'est pas construit de façon équilibrée. Mais le nom de Didier Deschamps n'est vraiment pas du tout cité en Espagne. Il y a même très peu de chances de voir un entraîneur français, parce que si on parle justement de la construction de cette direction qui sera chargée d'axer ce nouveau projet Real Madrid, il n'y a aucun Français dedans. Il y a à l'inverse des influences peut-être un peu argentines, des Ouais. influences un peu brésiliennes, mais ça sera très probablement un entraîneur espagnol. Le problème, c'est vraiment Ok. de savoir qui, parce qu'il faut avoir les épaules aujourd'hui au Real pour relancer la machine. Mais il y a vraiment une chance, on va dire, infime que ce soit Didier Deschamps. C'est vraiment un nom qui n'est pas évoqué ici et qui n'est pas placé même par la direction globalement. Eh ben, merci beaucoup, Anna. On suivra le dossier, évidemment. On va quitter l'Espagne et on va aller parler en Allemagne du bourreau du Real Madrid au match aller, Manuel Neuer. Et allez, on termine ce tour d'Europe avec la Bundesliga et David Lortolari, le référent sur le sujet, nous a rejoint. Salut David, comment ça va? Salut Cyril, salut à tous. Ben, ça va bien, ça va bien. On a des événements ce week-end en Bundesliga, des gardiens qui font des étincelles, un Dortmund qui perd chez lui, ce qui est un événement. Et puis à Union Berlin, il s'est passé des choses précipitées, radicales ce week-end. Je sais que tu vas en dire un mot, Cyril, aussi. Exactement, commençons par ça, puisque on a une grande pionnière qui vient d'arriver, Marie-Louise Eta, 34 ans, et donc la première femme à devenir coach d'une équipe première du top 5 européen. Elle avait déjà été adjointe dans le staff auparavant. Qu'est-ce qui se dit, tout simplement, autour d'elle et comment cette décision est née à l'Union Berlin?
Oui, c'est assez radical, c'est assez surprenant parce que Steffen Baumgart, l'entraîneur charismatique à la casquette à Berlin, était chez lui. Il avait un staff avec lequel ça marchait plutôt bien. Mais là, la défaite contre Heidenheim, le dernier du classement 1-3, a précipité le choix radical des dirigeants de renoncer à Steffen Baumgart, l'entraîneur du moment, et à se pencher vers un choix qui peut étonner en dehors d'Allemagne, mais qui en Allemagne n'est pas si étonnant que ça, c'est-à-dire l'entraîneur des U19, Marie-Louise Eta. C'est une femme, effectivement, c'est une ancienne joueuse qui a joué au plus haut niveau, qui a été triple championne d'Allemagne avec Turbine Potsdam au milieu des années 2010. Sa venue était quelque part une question de temps sur un banc en Allemagne comme entraîneur principal. Elle avait été adjointe déjà et avait fait un court intérim de mémoire en novembre 2023. Et en Allemagne, voilà, ça paraît assez naturel qu'une femme prenne la direction d'une équipe première masculine. Alors, il y a toujours des commentaires divers et variés, mais ses compétences sont reconnues. On a vu des arbitres déjà aussi officier au plus haut niveau chez les messieurs. Et voilà, c'est un mouvement qui semble naturel. On va voir maintenant, puisqu'elle est là pour la fin de la saison, avant de prendre la saison prochaine la direction de l'équipe féminine du club, on va voir un peu ce qu'elle peut faire et quelle méthode elle peut amener, quel style elle peut amener. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ouvrir un petit peu ce football masculin qui est parfois quand même assez replié sur lui-même. Et puis, on a l'impression de voir toujours les mêmes visages dans le football masculin. C'est ma transition, mon cher David, puisque on va parler d'un homme qui a désormais 40 ans, mais qui ne les fait pas. C'est évidemment Manuel Neuer, qui a été le héros du match aller au Bernabeu, 9 arrêts face au Real Madrid. Tony Kroos qui dit qu'il soit le meilleur de tous les temps, pour moi, c'est une évidence. Comment tu nous expliques ce retour canon? Parce que, vu de France, on l'avait un petit peu perdu de vue. Voilà, il y a la finale de Ligue des Champions 2020 où il avait dégoûté Neymar, Mbappé en finale. Mais que ce soit avec la Mannschaft ou avec le Bayern où il y a eu des blessures aussi, on l'avait un petit peu perdu de vue, notre cher Manuel. Oui, et tu fais bien d'évoquer les blessures parce que bien sûr, dans l'inconscient des gens, et ça ressortait dans les commentaires ces derniers mois, ces dernières années, on se dit, voilà, un gardien ou un joueur de foot qui approche des 40 ans, il va être plus concerné par les blessures, les news, les actualités, les informations le concernant, ça va être une litanie de blessures, ça va être un muscle ici, ça va être un nerf ici, ça va être un problème ici, et on ne va plus le revoir au meilleur niveau, il ne peut que décliner. C'est vrai dans le sport professionnel en général. Et donc, on se disait, bon, il va falloir tranquillement commencer à penser à la suite. Il me semble que le sélectionneur Julian Nagelsmann est dans cette logique. Il s'est dit, OK, on passe à autre chose, on referme le chapitre et on réfléchit à des successeurs et à la façon dont on peut rebondir avec d'autres personnes, des plus jeunes ou des joueurs aptes. Le truc, c'est que Manuel Neuer, certes, a eu des blessures longues, a eu des blessures moins longues. On se souvient de cet accident de ski qui lui a coûté des mois et des mois d'absence et dont il a eu du mal à se remettre. Le problème, c'est que le garçon a toujours la même qualité et a toujours les mêmes aptitudes. Donc, lorsqu'il est revenu physiquement à son meilleur niveau, ça a donné le match contre le Real. Et en ce moment, ce printemps, on a la sensation que Neuer a retrouvé match après match ce niveau-là. Alors, le match de ce week-end, la victoire 5-0 à Hambourg contre Saint-Pauli n'a absolument donné aucune indication puisqu'il n'a rien eu à faire. Mais le Manuel Neuer actuel est effectivement le meilleur gardien d'Allemagne. De telle sorte, Cyril, que bien sûr, le grand débat du moment, c'est « Oh là là, l'équipe nationale n'est pas plus favorite que la France, que l'Espagne, que l'Angleterre pour le mondial. On a besoin de joueurs hors normes pour faire la différence. » Et donc, les arbitres influents, les éditorialistes influents, les anciens joueurs commencent, pas unanimement mais presque, à réclamer au sélectionneur de reconsidérer la question et de rappeler Manuel Neuer, de lui passer un coup de fil, de lui dire « Manu, ok, tu as souhaité arrêter, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée peut-être de finir en apothéose ta carrière au Mondial 2026 ?» C'est la grande question du moment. Cette semaine, on a parlé quasiment que de ça. Et effectivement, pour être tout à fait objectif, Manuel Neuer actuel, sur ce qu'il a montré contre le Real et sur ce qu'il montre en ce moment, est tout à fait légitime à être l'un des 3 gardiens pour le mondial. Et s'il est là, ce serait évidemment le numéro 1. On ne prend pas Neuer pour être 3e gardien. Effectivement, c'est la tonalité qu'on a vue en Allemagne. Jan Hage Fjortoft,
Toft sur Sky Italia disait, Sky Austria, pardon, disait comment peut-on envisager d'avoir Baumann titulaire quand on voit Neuer en ce moment. Ça résume bien un peu la philosophie et en tout cas le discours qu'on peut entendre en Allemagne. Pourquoi ça arrive maintenant en 2026 et pourquoi c'était pas le cas en 2024? Pourquoi c'était pas le cas? Voilà, on a l'impression que, alors oui, il y a eu ces blessures, mais quand même, il y a eu un déclin et que là, il y a une résurgence un peu exceptionnelle, quoi. Oui, alors il y a 2 éléments. Le contexte très important, tu as raison Cyril d'évoquer Baumann. Le contexte est très important. Il y a en Allemagne, soyons factuels, de très bons gardiens. Par exemple, ce week-end, Moritz Nicolas, le gardien de Mönchengladbach, a fait des miracles contre le RB Leipzig. Il a été brillant jusqu'à être battu par Yann Diomandé à la 81e minute, la défaite 1-0, mais il a quasiment maintenu le 0-0 à lui tout seul tout le match. Donc j'en cite un là, mais il y a plein de bons gardiens en Allemagne. La question, elle est pas vraiment compliqué. On peut trouver des bons gardiens. Baumann n'est pas dans sa meilleure période en revanche avec Hoffenheim. Il y a un déclin, il y a un affaissement. Il a encaissé beaucoup de buts ces derniers temps et c'est ça aussi qui fait remonter bien sûr le débat en se disant est-ce que ce gardien-là, même s'il a 35 ans, est capable d'assumer dans un grand tournoi avec une équipe nationale où il n'a finalement qu'assez peu d'expérience. Donc ça, c'est une question. Et puis Manuel Neuer aussi. Il a lui-même indiqué, il a lui-même expliqué, il a lui-même laissé entendre que maintenant, il a rappelé encore ce week-end, je vais me consacrer uniquement au FC Bayern jusqu'à la fin de la saison et tranquillement, lorsque les grandes échéances seront passées, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, titre en championnat, je pourrai décider et nous déciderons avec le club si j'ajoute une année supplémentaire à cette carrière déjà bien remplie. Ouais. Donc il y a ce contexte des gardiens qui est pas inquiétant, mais qui rassure pas quand même en Allemagne, Baumann étant le point chaud du moment, et puis Neuer qui a expliqué, qui a rappelé encore, et qui balaye maintenant la question quand on la lui pose, non, je veux pas revenir. Et si tu veux, Cyril, le résumé, c'est Lothar Matthäus qui dit ce week-end, on attend un miracle, c'est-à-dire le retour de Neuer pour le mondial, et il n'y a qu'un homme qui peut décider Manuel Neuer de revenir et décider le sélectionneur de revenir sur sa décision, c'est Rudi Völler, l'homme qui a mené Ah ouais. la Mannschaft en finale en 2002. C'est l'homme qui a mené la Mannschaft en finale en 2002. C'est un homme qui a beaucoup de capacités diplomatiques, qui a beaucoup de capacités managériales, et il faut passer par le champion du monde 90 pour redistribuer un petit peu les cartes. Parce que dans la situation actuelle, Neuer ne veut pas revenir sur sa décision et Nagelsmann s'est engagé. C'est un jeune entraîneur qui aime bien affirmer ses positions aussi, s'est engagé sans Manuel Neuer. Mais moi, je suis instinctivement convaincu qu'on va encore en rediscuter les prochaines semaines. Si au Real, enfin contre le Real cette semaine, il y a encore du bon Neuer. Si Neuer fait encore de belles choses qui traversent la planète mondiale, enfin la planète pendant les prochaines semaines, des arrêts spectaculaires et tout, on va reparler encore de cette question et on n'a pas refermé le chapitre. Eh ben, on va regarder ça évidemment mercredi pour ce match retour entre le Bayern et le Real Madrid. On verra si Mbappé aura plus de réussite parce que même le but marqué par Mbappé, Neuer est à 2 doigts de l'arrêter quand même lors du match aller. Merci beaucoup mon cher David. Oui. Ça peut être le grand duel de la semaine, hein, Cyril, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup mon cher David. Rendez-vous évidemment sur eurosport.fr pour suivre cette semaine de Ligue des Champions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Eurosport pour recevoir l'alerte de toutes nos émissions. On sera en live mardi soir pour débriefer ce Liverpool PSG, pardon, et ce quart de finale retour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.